Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de dimanche en politique. Mobilité durable, énergie renouvelable, ville intelligente, la transition écologique est au cœur du débat politique. Pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, deux invités prestigieux, le célèbre explorateur suisse Bertrand Piccard, dont le nom est associé à son avion Solar Impulse, et le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, en charge de l'Union de l'énergie. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté l'invitation de François Aquitaine. Alors je précise que vous êtes tous les deux à Bordeaux pour participer à un débat citoyen sur la transition écologique. L'Europe, comment réussir ensemble? Alors au fond, on a l'impression que l'Europe est en train de s'engager, qu'elle veut être un promoteur de cette transition énergétique. C'est comme ça qu'il faut comprendre votre venue? Oui, tout à fait. Je crois que l'Europe, et en particulier la France, a fait beaucoup pour cette transition énergétique en Europe, aussi au monde, parce que je suis tout à fait convaincu que sans la diplomatie française, sans le soutien, l'appui européen, on ne pourrait pas aboutir à l'accord de Paris. Et maintenant, je crois que tout le monde est mobilisé vraiment pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et aujourd'hui, avec Bertrand, je suis très heureux qu'il est venu, on va discuter tout ça avec les citoyens. Quelles sont les conséquences directes pour les citoyens? Comment on peut nous aider avec les soutiens publics et politiques pour toute cette transformation, pour toutes les réformes qu'on propose. Alors Bertrand Piccard, vous êtes associé donc à cette démarche, vous avez survolé le monde, on en parlera tout à l'heure avec votre avion Solar Impulse. Ça vous donne une hauteur de vue aujourd'hui pour voir au fond quels sont les problèmes? Ce n'est pas une hauteur physique, c'est finalement beaucoup plus de réaliser que tout se tient. Le monde écologique, le monde industriel et le monde politique. Alors, si on replace notre venue dans le contexte général, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Europe, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été créée pour redonner de l'espoir à travers de la paix. Et l'Europe avait besoin de paix à ce moment-là. Aujourd'hui, la paix est presque comme une évidence. Et les gens commencent à se demander à quoi sert l'Europe. Et c'est le rôle de l'Europe d'être toujours en avance, c'est-à-dire d'avoir des visions et d'entraîner la population dans la réalisation de ces visions. Et aujourd'hui, ce qui est le plus rassembleur, c'est la transition énergétique. Les énergies renouvelables, c'est un facteur de paix sociale et de richesse sociale. Toutes ces nouvelles technologies créent des emplois, donc elles vont pouvoir favoriser une croissance. Et redonner cette vision, redonner cet espoir à la population européenne, c'est absolument fondamental. Alors Maroš Šefčovič, Bertrand Piccard dit qu'elle doit être en avance, l'Europe, mais elle est parfois un peu en retard, notamment sur les normes sur le transport routier. Je crois que la Commission est en train de préparer un texte législatif justement pour amener... Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce texte? Vous avez raison, nous sommes en train de finaliser notre projet de loi pour promouvoir la mobilité propre. Ça veut dire qu'on doit respecter nos objectifs de Paris et c'est pourquoi on va proposer de découper les émissions de gaz à effet de serre du transport. On va proposer les nouveaux standards. C'est un quart de l'émission totale de l'Union européenne, le transport. Tout à fait, vous avez raison. Et on doit vraiment proposer les nouveaux standards pour les émissions des voitures et des camionnettes. Et l'année prochaine, on va faire la même chose pour les camions, pour les bus. Et en même temps, on va proposer les mesures différentes, comment on peut créer un vrai marché pour les voitures propres, ça veut dire les voitures à zéro émission, les voitures à émission très très basse, parce que là, vous avez raison, on voit qu'on a
les entreprises américaines, les entreprises chinoises qui sont déjà développées, les voitures électriques, hydrogène. Je crois que l'Europe doit avoir cette ambition que les voitures les plus propres. Justement, monsieur le commissaire européen, sur les voitures propres, il y a la voiture électrique. Là encore, l'Europe est en retard. Elle ne produit aucune batterie. Ces batteries, elles sont toutes produites en Chine. Comment, au fond, l'Europe peut combler ce retard? Est-ce que c'est déjà pas trop tard? Oui, je crois que ce n'est pas déjà trop tard, mais vous avez raison. Et c'est pourquoi j'ai invité l'industrie, trentaine de PDG, mais aussi les représentants du gouvernement européen pour un mini-sommet sur les batteries, parce que j'ai proposé qu'on doit construire l'Airbus des batteries en Europe, parce que nous avons à peu près la même situation comme nous avons avec les avions dans les années des 50, où on a plusieurs entreprises. En plus, ce n'était pas un projet européen, c'était un projet franco-français, allemand. Non, ça doit être un projet européen, parce que vraiment l'échelle des marchés européens est très importante. On a déjà les projets qui ont été entamés en Suède, en Tchéquie, à peu près partout, mais on doit vraiment consolider tout ça sur la base européenne. Un mot sur ce sujet, Bertrand Piccard. Nicolas Hulot dit par exemple qu'en 2040, plus aucune voiture à moteur atmosphérique ne sortiront des chaînes de montage. C'est réaliste? Mais vous savez, quand Nicolas Hulot l'a dit, la population a trouvé ça irréaliste. Et quelques semaines plus tard, plusieurs constructeurs automobiles ont dit qu'à partir de 2020, ils arrêteraient de produire des voitures à combustion. Et les Chinois ont dit qu'à partir de 2020, ils ne mettraient plus que des voitures électriques sur le marché. Donc on voit que les choses vont extrêmement vite. Et c'est ce mouvement-là qu'il faut soutenir. Quand le vice-président Šefčovič parle de ces réglementations, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des entraves pour la population, c'est une extraordinaire justification à l'innovation. C'est parce qu'il y aura des normes assez sévères, assez ambitieuses, que toutes les solutions qui existent dans les laboratoires et les start-up arriveront sur le marché. Et c'est comme ça que l'Europe rattrapera son retard. Oui. Et on doit, en même temps, on doit améliorer notre infrastructure, parce que c'est clair, on doit avoir assez de bons de recharge, on doit vraiment investir dans cette infrastructure. Et c'est aussi une partie de notre paquet législatif qu'on va proposer. Comment on peut vraiment promouvoir les voitures propres et en même temps améliorer l'infrastructure qui est nécessaire pour cette promotion. Et c'est une manière de créer de la croissance, c'est ça qui est important. Si vous continuez à apporter au consommateur ce qu'il a déjà, il n'y aura pas de croissance. Vous devez lui apporter quelque chose de mieux, ou sur le plan technologique, ou quelque chose qui est moins cher à utiliser, ou quelque chose qui est plus à la mode. À partir de là, vous remplacez un statu quo sale, comme celui qu'on a aujourd'hui, par une croissance propre. C'est-à-dire que plus on va croître, plus on va vendre, plus on va consommer, plus on va rendre le pays propre et l'industrie propre. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Je voudrais qu'on aborde un petit mot sur le ferroviaire, puisque je crois que vous êtes venu avec le TGV, donc vous avez pu apprécier l'efficacité de cette ligne entre Paris et Bordeaux. Il y a un dossier qui est important, dont le ministre de l'écologie dit, sur la ligne Bordeaux-Toulouse, il n'y aura pas de financement. Et cette semaine, Alain Rousset, le président de la région, lui a rétorqué que l'Europe pouvait financer, qu'elle avait les moyens de financer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Europe peut financer un projet ferroviaire comme la ligne Bordeaux-Toulouse? On a financé plusieurs projets dans le domaine ferroviaire, parce que pour nous, vous avez raison, c'est une mode de transport très, très écologique. Le TGV, c'est une entreprise, c'est une technologie de laquelle nous sommes très, très fiers en Europe. On a les possibilités différentes. Maintenant, ce que je peux proposer de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec le fonds d'investissement Juncker, parce qu'avec cet fonds de financement stratégique, on a déjà financé plusieurs projets ici, à l'Aquitaine, et plusieurs projets ferroviaires. Mais je peux imaginer que cet investissement est assez important. C'est pourquoi, bien sûr, on doit vérifier tout avec la Banque d'investissement européenne et mes collègues, mais c'est un chemin qui est très, très important pour la France et pour l'Europe aussi. Alors, le bateau Énergie Observer est en escale à Bordeaux avant de partir pour un tour du monde de 6 ans. C'était à peu près le pendant sur l'eau de votre aventure à vous dans les airs avec votre avion Solar Impulse avec lequel vous avez vous aussi fait le tour du monde. Alors, où est-ce que vous en êtes de cet avion? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Alors, la première phase du projet Solar Impulse est terminée. C'est le succès du tour du monde de l'avion solaire. La deuxième phase a commencé maintenant. C'est la recherche de 1000 solutions
rentables pour protéger l'environnement, de manière à pouvoir amener ces solutions au gouvernement dans un nouveau tour du monde, mais un tour du monde beaucoup plus politique, où on amènera dans chaque pays important la preuve, par la solution, par la réalité, que les réglementations, que les cadres légaux, que les législations, que les encouragements peuvent être beaucoup plus ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir une chose, même les accords de Paris, c'est des accords à minima entre des parties, entre des pays qui sont en concurrence et qui se sont mis d'accord sur un minimum. Mais on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus, si on montre que la réalité technologique permet de faire plus. Et c'est ça que nous nous sommes donné comme but avec Solar Impulse. Sur cette question-là du transport aérien, il y a une compagnie low cost qui, je crois récemment, a dit qu'elle imaginait transporter bientôt, enfin à échéance assez proche, si j'ose dire, des passagers dans une ligne directe. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que dans le futur, les avions pourront voler sans kérosène ? Alors, c'est une utopie pour ceux qui croient que le futur est une extrapolation du présent et du passé. Pour ceux qui savent que le futur, c'est toujours une disruption, c'est toujours des changements de paradigme, eh bien c'est une évidence qu'on aura des avions électriques. Alors ils ne seront pas forcément tous solaires comme Solar Impulse, dans le sens où ils ne vont pas forcément fabriquer leur électricité pendant qu'ils volent avec des panneaux photovoltaïques, mais ils auront des batteries chargées au sol et ils pourront voler sur du court courrier avec 50 ou 100 personnes. C'est évident que ça va se faire. Alors, vous encouragez les projets, je crois, à destination de justement cette transition énergétique. Je crois qu'il y a un concours, d'ailleurs, que vous avez lancé avec le concours de la région. Je voudrais justement vous proposer cette expérience qu'un autre, un navigateur, qu'on pourrait dire maintenant un peu explorateur comme vous l'êtes, Yves Parlier, a mis au point. C'est-à-dire que on va voir les images, c'est une grande aile volante capable de tirer des tankers. Est-ce que, à votre avis, cette expérience, vous voyez qu'on le voit en train de réfléchir, comment vous qualifiez cette initiative? Est-ce que vous la prenez au sérieux? Totalement. Vous avez entre 20 et 30% d'économie de carburant sur un tanker si vous le faites tirer partiellement par un cerf-volant. Et ce n'est pas simplement un cerf-volant qui reste dans le ciel immobile, c'est maintenant des cerfs-volants qui sont activement pilotés par ordinateur, de manière à faire un 8 devant le bateau et pouvoir voler quand il y a même assez peu de vent et avoir une traction très importante sur le bateau. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on voit que tous ces moyens, toutes ces technologies d'énergie, d'efficience, de production, elles forment un ensemble et on doit les combiner. Un mot sur le bateau Energy Explorer qui est en Escalabro, qui va partir. Je disais, c'est un peu la même expérience que la vôtre. Vous allez regarder ça avec intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais non seulement je regarde ça avec intérêt, mais je leur ai confié le compas, donc la boussole de Solar Impulse, ce qui était devant mes yeux pendant tout le tour du monde, pour que ça les guide aussi, parce que le cap à garder maintenant, ce n'est pas simplement la direction géographique, c'est la promotion de ces technologies propres, c'est essayer d'emmener le plus possible de gens dans cet enthousiasme d'un avenir qui est nettement plus propre et nettement plus durable. Alors, pour regarder un petit peu les spécificités de notre région, M. Šefčovič, c'est une région qui a une face littorale importante et pour laquelle il n'y a aucun, développement d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est un déficit pour vous? Et comment, au fond, encourager les initiatives là, sur ce domaine-là? Je crois que votre région est vraiment très importante parce que vous avez la plus grande centrale solaire de l'Europe, c'est Stas. C'est quelque chose qui est magnifique. Et, si on aura plusieurs Stas en France... Il faut développer ce genre d'expérience. Je crois qu'il faut développer, bien sûr, il doit aussi développer les réseaux intelligents pour vraiment être en position, être capable de transporter toute cette énergie renouvelable partout en ville, en France. Et c'est un exemple qui est vraiment magnifique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gouvernements en Europe qui étudient comment on peut construire quelque chose de si important comme cette grande centrale solaire Stas. Un mot sur le littoral, c'est une zone qui est un peu sous-exploitée. Vous pensez qu'on pourrait faire beaucoup plus? Oui, parce qu'on peut utiliser toujours le vent littoral pour aussi avoir l'énergie
éoliennes. Je sais que ça demande toujours un débat public parce qu'il y a les pays qui le soutiennent beaucoup, il y a les pays qui sont un peu réservés dans ces cas, mais bien sûr, la région littoraux, on a beaucoup de chances de développer l'énergie renouvelable de manière différente. Mais votre rôle aussi, monsieur le commissaire européen, c'est d'inciter les entreprises à s'engager dans ces domaines de renouvellement durable, de développement durable. Comment vous faites? Est-ce qu'il faut une fiscalité à part, différente? Comment on incite? Oui, parce que nous avons conclu un accord parmi les pays membres qu'on doit avoir 20% de notre énergie produite d'une manière renouvelable. D'ici 2020, c'est ça? Oui, 2020. Et jusqu'au 2030, on va augmenter cette proportion à 27%. Il y a bien sûr les mécanismes de soutien différents, mais en même temps, je dois dire, comme Bertrand a déjà indiqué, que les coûts pour les énergies renouvelables c'est diminué chaque jour, je peux dire. On voit qu'aujourd'hui, on peut avoir vraiment l'énergie solaire pour 2 ou 3 cents pour kilowatt-heure, ou on peut avoir aussi le offshore éolien qui est tout à fait en compétition, en concurrence avec les sources classiques. C'est pourquoi il y a bien sûr le soutien politique, le soutien financier et en même temps, je crois, le cas de plus en plus fort du côté de business, de commerce, parce que l'énergie renouvelable devient de plus en plus bon marché. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment important que les gens qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas simplement pour protéger l'environnement, c'est pour avoir un courant électrique moins cher, parce que les appels d'offres publics sont gagnés par le solaire et l'éolien contre le gaz, le charbon et le pétrole. Et le nucléaire, on n'en parle même pas. Le nucléaire est devenu beaucoup plus cher que tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut les fermer, les centrales, à terme? C'est-à-dire que les centrales nucléaires, sur le plan purement économique, ne se justifient plus. Alors, les fermer, c'est un peu trop rapide. Il y a un autre projet futuriste que je trouve extraordinaire, c'est de transformer les sites des centrales nucléaires en centres de stockage d'énergie. Et on peut stocker l'énergie là sous forme de chaleur et sous forme de produits chimiques. On peut faire des grandes batteries, comme des grandes piles, avec du chlore, avec du sodium, et comme dans une petite pile, mais en grand. Et si vous mettez ça sur une centrale, enfin sur un site de centrale nucléaire, vous avez déjà tous les raccords électriques qui sont tirés, et vous avez toute la main-d'œuvre hautement qualifiée avec des gens qui aiment leur travail, qui vont pouvoir faire ça en changeant simplement d'une production à un stockage. Et c'est une idée que vous avez proposée à EDF, Bertrand Piccard? Alors ça, c'est une des solutions qui est proposée par Covestro, qui est une société allemande, et qui entre dans le cadre de ces 1000 solutions que nous voulons amener au gouvernement à partir de la fin de l'année prochaine. Alors vous êtes ici à Bordeaux, tous les deux, et comme beaucoup de villes, Bordeaux est une ville qui devient intelligente, avec des mobilités durables, des bâtiments intelligents, à énergie positive. C'est un dossier, je ne sais pas s'il faut que je m'adresse à vous, monsieur le commissaire, c'est un dossier important. On sait très bien que la rénovation énergétique, c'est un dossier important qui est soutenu par l'Europe et qui est aussi un peu soutenu par les régions. Mais ce sont des dossiers qui ont du mal à émerger. On voit bien que ça ne prend pas trop. Comment on peut faire pour inciter les gens à plus rénover leur habitat? Oui, c'est un dossier extrêmement important parce que par l'efficacité énergétique, on peut vraiment aider à notre environnement, on peut vraiment combattre la pollution atmosphérique et en même temps, on peut baisser les factures d'énergie pour nos citoyens. C'est aussi un instrument qu'on peut utiliser dans les batailles contre la précarité énergétique. C'est pourquoi on soutient beaucoup toutes les mesures qu'on peut faire dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et je suis très heureux qu'aussi à Bordeaux, à l'Aquitaine, on a déjà commencé avec les rénovations thermiques. Nous avons coopéré avec le gouvernement régional. On a rénové déjà plus de 10 000 logements et j'espère que c'est seulement le commencement. Parce que est-ce que c'est l'objectif, là? L'objectif est que le gouvernement français a indiqué que la France est prête à investir 9 milliards d'euros dans le domaine de rénovation thermique. Et j'ai proposé hier à M. Bruno Le Maire
de travailler ensemble, comment on peut utiliser ce mécanisme de levier d'argent par fonds d'investissement Juncker, par la possibilité, l'expertise de banques d'investissement européennes, parce que je crois qu'on peut multiplier cet investissement et avec 9 milliards et en plus de cette mécanisme de levier, on peut vraiment commencer quelque chose comme une vague de rénovation, une vague d'efficacité énergétique en France, et ce sera très important parce qu'on peut diminuer notre importation énergétique. On peut vraiment aider de se battre contre la pollution atmosphérique et en même temps, on peut créer la possibilité pour nos citoyens d'habiter aux appartements, aux logements qui sont rénovés. Je visitais plusieurs projets comme ça et je sais que c'était hautement apprécié par les habitants, par les locataires. Et j'espère qu'aussi à Bordeaux et dans ces régions, on peut vraiment multiplier les projets comme ça dans le futur. Le Vélib, le tram, oui. 45% de l'énergie de France est consommée dans des bâtiments, donc payés par des locataires. Et ça, c'est colossal. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est qu'un bâtiment peut être neutre sur le plan énergétique, voire même peut produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. J'étais hier à Strasbourg pour un événement organisé par une entreprise française familiale, c'est Soprema, qui a tout ce qu'il faut pour isoler les bâtiments et les étanchéifier de manière, et également avec des systèmes de ventilation qui peuvent remplacer l'air conditionné, de manière à ce que ces bâtiments soient totalement propres et beaucoup, beaucoup moins chers à habiter. Donc on voit que systématiquement, on peut combiner l'écologie et l'économie, on peut réconcilier industrie et écologie. Et c'est ça qu'il faut développer. Parce que les locataires que je visitais dans le logement rénové à Paris, ils m'ont dit que nous avons économisé 1 200 € pour la facture d'énergie par an. Je crois que c'est une belle somme. On peut vraiment faire la même chose partout en France et en Europe. Alors un mot sur la COP21 qui a été un succès à Paris. Depuis, on a eu le désengagement de Donald Trump. Est-ce que c'est un engagement qui peut fragiliser cette COP21 ? Oh, bien sûr, c'était pas bonne nouvelle de regarder cette nouvelle approche d'administration américaine, que c'est vraiment très, très malheureuse. Mais en même temps, je dois dire que j'ai senti cette mobilisation énorme des acteurs non gouvernementaux aux États-Unis. Les personnalités comme Mike Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est maintenant l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, vraiment les centaines de maires américains, les entreprises américaines comme Google, Apple, Facebook et les autres, qui nous a approchés et nous dit nous sommes très, très malheureux à cause de cette nouvelle attitude, approche de l'administration américaine. Mais nous voulons vous prouver que nous, les Américains, nous, les entrepreneurs, nous, les maires, nous, les gouverneurs, vont faire nommer pour vraiment aboutir et atteindre les objectifs de Paris. On dit que merci beaucoup, M. Trump, pour créer cette possibilité d'avoir encore une fois les nouvelles sur l'écologie sur les premières pages des journaux américains. Et c'était vrai parce que cette discussion-là est assez acharnée. Et je crois qu'après cet été qu'on vit les catastrophes, les hurricanes, tout ce désastre, on ne peut pas douter qu'on a le réchauffement climatique. Ouais, c'est ça. Quel peut être le rôle d'un aventurier comme vous, Bertrand Piccard, pour faire changer d'avis Donald Trump? Il faut montrer que même si les changements climatiques n'existaient pas, on peut être logique sans avoir besoin d'être écologique. Et la logique aujourd'hui, c'est de remplacer tous les systèmes inefficients, archaïques et démodés et polluants par des nouveaux systèmes technologiques propres et efficients. Et c'est cette transition-là qui est la plus porteuse et la plus rentable. C'est ça qui va créer de la croissance. Ce n'est pas simplement l'énergie qu'on produit, c'est l'énergie qu'on économise et qui nécessite toute l'arrivée sur le marché de ces solutions
qui sont détenus aujourd'hui par des entreprises ou des start-up et qu'on doit pouvoir développer. Alors un dernier mot sur justement cette notion de promotion. Vous allez devoir aussi convaincre vos partenaires, enfin les pays européens, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, il faut aussi convaincre. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin? Oui, parce que je voyage partout en Europe. Nous avons proposé notre stratégie sur l'Union de l'énergie. Nous avons déjà présenté 90% de notre proposition législative et je dois dire que je sens beaucoup de soutien partout en Europe. C'est clair qu'on a les accents différents en Pologne, où les citoyens sont plutôt concernés de la sécurité énergétique. Les accents différents aux pays d'Europe du Nord où sont vraiment très, très pro-renouvelables. Dans son discours annuel, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, n'a fait que très peu allusion au changement climatique. C'est une déception pour vous? Non, parce que je peux dire que notre projet, le projet de l'Union d'énergie, marche très bien. Il a fait clair que pour lui, c'est absolument nécessaire que l'Europe va rester la première puissance mondiale dans le domaine d'écologie. Dans la transition énergétique et écologique et on travaille ensemble sur les projets, comme on peut vraiment énergiser et moderniser l'Europe par le soutien de tous ces nouveaux développements dans le domaine des transitions écologiques. Il nous reste 1 minute 30. Un mot sur Nicolas Hulot, nouveau ministre de l'écologie. C'est un gage pour vous de mutation? Alors moi, j'apprécie Nicolas Hulot depuis 30 ans. On a commencé en faisant de l'aile Delta ensemble. Et j'aime beaucoup sa vision et je pense extrêmement judicieux d'avoir mis quelqu'un comme Nicolas Hulot qui ne vient pas du monde politique et qui par conséquent peut rassembler. Et ça, je crois que c'est le grand mérite de votre président actuel, président Macron, c'est d'avoir fait sauter le clivage gauche-droite pour arriver à prendre ce qui est de bon à gauche et ce qui est de bon à droite. Vous n'avez pas peur qu'il soit pris dans cet étau je pense que Nicolas est tout à fait au clair de ce risque-là. Et sa qualité, c'est d'amener l'être humain au milieu du débat et pas simplement la nature. Un mot sur Nicolas Hulot avant de conclure? Oui, j'ai apprécié M. Nicolas Hulot beaucoup. Je l'ai rencontré pour la première fois quand il était l'envoyé spécial pour le futur des planètes. Et il est un allié très, très important pour moi, pour la Commission européenne, parce qu'on a besoin de soutien français pour cette transformation énergétique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. On a été ravis de vous entendre sur ce dossier ô combien important et je le disais au cœur de la politique aujourd'hui. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez un rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3. Encore merci.